soir que je suis évidemment heureux de vous accueillir aussi nombreux. Nous sommes nombreux et pourtant ce soir il n'y a pas de politique puisque les maires sont tous absents en raison de l'inauguration du salon du savoir-vivre. Il y a également... Non, savoir-faire. Du savoir-faire, pardon. Non, là, et je dis ça au moment où je parle des politiques. Il y a également un concert dans le cadre des Vendredis de la Chartreuse, ce qui prouve que la vie culturelle est très active dans le secteur. Pourtant, ce soir nous sommes plus de 200, alors qu'il y a moins d'un mois, à Rosheim s'est tenue une conférence analogue qui a eu le même succès et qui a également fait salle comble. Mais cette fréquentation, quand on parle d'archéologie et des châteaux forts, est normale. Car il est maintenant admis que l'Alsace est une terre de châteaux forts. Il existe une véritable passion des Alsaciens pour les châteaux forts. Ils sont construits pour marquer ou défier le pouvoir, ils dominent physiquement et enrichissent le paysage alsacien, et ils sont pour la plupart connus de longue date, et ils ont été l'objet de nombreuses recherches historiques par des historiens passionnés, comme par exemple Jean-Michel Roudroff, qui est dans la salle. Ils bénéficient en outre de l'énorme travail de conservation, de cristallisation et parfois de réhabilitation des nombreuses associations de bénévoles, comme Sauver le Bierbaden avec sa présidente Françoise Siffert, ou encore Amschot avec Patrick Wörling dans la salle. Il y a évidemment d'autres associations de bénévoles. Grâce à l'action conjuguée complémentaire de l'Association des châteaux forts d'Alsace et du Club vosgien, a été créé un chemin spécifique, le chemin des châteaux forts. Mais nous, ici, nous sommes des privilégiés, car la densité de châteaux forts dans notre secteur est absolument énorme. Mais ces ruines fantastiques, et il faut bien en être conscient, ne sont pas des châteaux morts. Ils existent et sont devenus des gisements de mémoire. Ils fascinent notre monde raisonnable et d'imaginaire populaire s'en est emparé avec créativité. Avec des légendes, des contes, des épopées, des jeux d'enfants qui permettent de les réenchanter. Ce sont d'autant moins des châteaux morts que parfois ils ressuscitent. Ainsi, il y a plus de 10 ans, et beaucoup ici le savent, nous avons vu progressivement réapparaître le Kagenfels près du Mont Saint-Odile. Bis repetita avec le projet Purpurkopf en 2021. Né d'un travail commun entre l'historien Tristan Martin, maître de conférences en histoire médiévale à l'Université de Lille, et le conférencier de ce soir, Florent Minault, il s'agissait du seul site de cette période clé du Moyen-Âge qui réunissait leurs deux compétences et dont la fouille pouvait apporter des avancées importantes sur la compréhension de l'origine du phénomène castral en Alsace. Après 2 ans de fouilles, il s'avère que le Purpurkopf est un site unique et exceptionnel qui suscite un intérêt extraordinaire au niveau local, mais aussi régional, voire national, avec même une conférence à la Sorbonne. Excusez du peu. Mais après 2 ans de fouilles, toutes les questions posées ne sont pas encore résolues. Et on ne sait toujours pas comment qualifier exactement l'édifice qui se situe au centre de l'enceinte. Et on ne sait pas encore à quoi correspond l'ensemble de la fortification qui entoure le château. Donc il reste plein de mystères à élucider. On va en aborder un certain nombre ce soir. Pour le faire, on a l'immense privilège d'accueillir Florent Minault, qui est âgé de, tenez-vous bien, 33 ans. Il est archéologue territorial chez Archéologie Alsace, spécialiste du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Il a fait des études d'histoire à Strasbourg et il a fait ses premières armes chez Antea Archéologie avec Jacques Icor à Châtenois. Jacques Icor est très connu dans le milieu castral. Ses domaines de recherche initiaux concernaient uniquement les objets métalliques et notamment les armes et les outils. Ensuite, il a fait comme tous les jeunes d'aujourd'hui, il a voyagé un petit peu. Il a fait 2 missions à l'étranger avec le CNRS en Mongolie d'abord et au Pérou ensuite. Et dès 2018, il est devenu responsable d'opérations et au départ, il a surtout fait de l'archéologie préventive urbaine pour finalement se consacrer au Purpurkopf. Et je crois qu'il tient là son bâton de maréchal. Je vous invite à l'accueillir chaleureusement. Merci beaucoup, merci pour cet accueil chaleureux. Je suis ravi de vous voir nombreux ce soir. Ça fait une salle comble, en plus une très belle salle. On va profiter d'un très bel écran, donc au moins pour une fois
je pourrais vous faire profiter des belles illustrations. Donc on va quand même éteindre un petit peu la lumière pour qu'on en profite mieux. Je vais m'asseoir parce que sinon j'aurai un peu de mal à suivre le PowerPoint. Mais on pourra peut-être après se lever pour les questions. Donc je vais faire une présentation de 3 quarts d'heure à peu près, on verra si je m'y tiens. Comme ça laissera une place plus importante pour les questions qui j'espère seront nombreuses. En tout cas, il ne faudra pas hésiter, que ce soit sur les points abordés ou sur d'autres que peut-être je n'aurais pas abordés ce soir. Donc je remercie bien sûr la Société d'Histoire pour son invitation. Et donc je vais commencer directement dans le vif du sujet. Par la présentation de ce site. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous, si vous êtes du secteur, vous connaissez, vous êtes peut-être déjà allé vous y promener. Je vais quand même faire un petit rappel, peut-être pour certains d'entre vous qui ne connaîtraient pas le site. Donc le sommet du Purpurkopf, il est localisé du coup sur le piémont vosgien. Bon, ça jusqu'ici, ça devrait aller pour tout le monde. Sur le versant sud de la vallée de la Magelle. Donc la vallée de la Magelle, c'est une petite vallée secondaire au sud de la vallée de la Bruche. Et donc c'est un sommet de 570 mètres d'altitude, avec des pentes relativement abruptes à l'est, au nord et dans une moindre mesure au sud. Vous avez ici des coupes topographiques. Donc le Purpurkopf, c'est le numéro 3. Vous avez ici en numéro 2 la vallée de la Magelle. En numéro 1, c'est la crête sur laquelle se trouve un petit peu plus à l'est le Gierbaden. Et en numéro 4, vous avez le petit col qui sépare du coup le Purpurkopf du Steinkupfel. Donc si on prend la coupe topographique est-ouest, on voit que le site est bordé par des pentes relativement abruptes à l'est et à l'ouest. Donc il n'y a guère qu'au sud, au final, où l'accès du site est relativement aisé. Géologiquement, le sommet est localisé dans la formation des grès vosgiens supérieurs. Donc il est caractérisé par l'absence d'un entablement de conglomérats en place au sommet. Donc ce qu'on a par exemple au Gierbaden, avec une roche massive en place, on ne l'a pas du tout au Purpurkopf, pour la bonne et simple raison que cet entablement, qui devait initialement exister, s'est érodé et qu'il est en cours de démantèlement. Donc là, vous avez une image, par exemple, des blocs affleurants au sommet. On voit qu'en fait, ils sont complètement fissurés, traversés de failles, et que pour beaucoup d'entre eux, ils ont aussi basculé dans les pentes. C'est les 3 images que vous avez au-dessus. Et donc, ces blocs-là ne sont plus en place et ne constituent plus un rocher massif comme on peut avoir sur certains autres sommets. À d'autres endroits, le rocher, il est un peu plus bas, donc dans la pente. Quand on se rapproche de l'enceinte et qu'on s'éloigne du sommet, on arrive sur d'autres types de grès qui sont des grès deltaïques. Donc c'est des sédiments qui ont été déposés dans un delta fluvial. Donc là, on parle de temps géologique, bien avant la construction du bâtiment. Et donc, pour le coup, là, on n'est pas sur des gros blocs, mais plutôt sur des couches un peu plus fines qui sont obliques et qui se débitent en petites plaquettes, ce qui a pu être très utile, notamment pour les constructeurs du site qui n'en ont eu qu'à se baisser pour ramasser des pierres déjà plus ou moins débitées et facilement manipulables. Le site lui-même, il se présente sous la forme d'une vaste enceinte de 375 mètres de périmètre qui enserre le sommet. Donc cette enceinte que vous voyez, alors vous avez ici à gauche un plan et à droite un relevé lidar. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le relevé lidar, donc ça se fait par voie aérienne avec un avion et un drone. On bombarde le sol avec un rayon laser et puis on calcule le temps que met le laser à revenir. Et ça permet vraiment de faire un relevé microtopographique qui a l'avantage de traverser la végétation. Donc ça permet vraiment de faire un relevé de toutes les anomalies du terrain. Et donc là, on voit bien qu'on repère très très bien l'enceinte, qui a cette forme de goutte d'eau, et le bâtiment qui se trouve au milieu. On a ensuite un chemin d'accès, qui est le chemin d'accès actuel. On ne sait pas si c'est le chemin d'accès d'origine. Pour autant, c'est le seul endroit où le mur d'enceinte aujourd'hui est percé. On a également une seconde enceinte que vous avez figurée en pointillé sur le plan ici, qui se voit légèrement sur ce relevé aussi, donc notamment à l'ouest, ici à gauche, et puis ici au sud et à l'est.
cette seconde enceinte. Alors on ne sait pas vraiment si c'est vraiment une seconde enceinte ou simplement une terrasse qui constituait une sorte de contre-escarpe, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc le point culminant, c'est vraiment le bâtiment au sommet, l'enceinte est un peu plus bas, et entre les deux, pour l'instant, on n'a aucune idée de ce qui pouvait s'y trouver, et ça j'y reviendrai plus tard parce que c'est vraiment une question centrale. L'aspect général de l'enceinte, vous avez ici des photos qui ont été prises en 2018 où on voit bien que ça ne ressemble pas vraiment à un mur, on est plutôt sur un espèce d'éboulis qui marque une rupture de pente assez importante. Donc vous voyez ici à gauche que ça forme une pente assez importante et qu'ensuite il y a un replat jusqu'ici où on se trouve ensuite à l'intérieur du site. Cet éboulis ne présente plus l'apparence d'un mur. On est plutôt sur quelque chose de très effondré. Il y a quelques rares endroits néanmoins où on a l'impression qu'il y a des vestiges d'un parement, mais ils sont vraiment très très rares et donc c'est assez difficile de savoir quelle épaisseur, quelle hauteur et quelle méthode de construction. Est-ce que c'était surmonté d'une palissade? Est-ce que c'était un mur à proprement parler ou pas? Donc ça, on y reviendra aussi, puisque c'est encore une des questions pour laquelle on n'a pas vraiment de réponse définitive. Le site, il a suscité l'intérêt d'érudits locaux, d'historiens, d'archéologues dès le 19e siècle. Il est décrit déjà en 1828 par Jean-Georges Schweighouse, qui était un savant local et qui attribuait à la fortification des origines proto-historiques, donc ça veut dire de l'époque celtique, et pour lui c'était un lieu de culte druidique. Dans l'ensemble, en fait, tous les spécialistes qui se sont penchés sur la question de la datation de ce site jusqu'au début du XXe siècle ont tous attribué au Purpurkopf une origine celtique, donc proto-historique, voire même des fois néolithique. Pour d'autres, ça pouvait aller même jusqu'à l'époque romaine, mais rarement au-delà. Le premier plan connu que vous avez ici à l'écran a été dressé par deux archéologues du musée de Strasbourg en 1923, donc Gunner et Jenger. On suppose que ces deux archéologues ont fait quelques fouilles à l'époque. Malheureusement, on n'a pas de données précises sur les endroits qu'ils ont pu traiter, mais on a par exemple, vous avez ici la photo en haut à droite, une coupe du mur d'enceinte qui a été réalisée et dessinée, donc qui est assez, avec des méthodes de l'archéologie ont bien évolué depuis, mais voilà, ça nous permet quand même de voir qu'ils ont effectué un travail relativement sérieux de recherche pour essayer de comprendre ce site. Pour autant, ils ne mentionnent pas de découverte de mobilier ou d'objets qui auraient permis de proposer des datations pour ce site. Ils sont cependant, ces deux archéologues, les premiers à proposer une datation différente entre l'enceinte, d'une part, et le bâtiment qui se trouve au sommet, d'autre part. Et c'est cette hypothèse qui est reprise en 1977 par Armand Kiefer, donc qui est l'auteur du plan que vous avez ici, qui rattache, lui, effectivement toujours la construction de l'enceinte à la période celtique, mais qui attribue celle du bâtiment sommital aux Alamans. Donc les Alamans, c'est une peuplade germanique du temps des grandes migrations, donc de la fin de l'Antiquité. Alors que cette datation antique du sommet, donc antique ou proto-historique, dominait jusqu'aux années 90, on va dire, c'est Thomas Willer et Bernard Metz qui, en 1991, ont proposé de voir dans l'enceinte extérieure du Purpurkopf les vestiges d'une Fliburg, une enceinte refuge, et qui comprennent le bâtiment sommital comme un bâtiment précurseur des Turmburg des 11e et 12e siècles. Donc c'est un type de donjon, entre guillemets, pour faire simple, qui apparaissent dans l'espace germanique à cette période-là. Leur hypothèse, elle se fonde principalement sur l'analyse d'un texte qui est un peu problématique. Il s'agit d'une bulle du pape Léon IX pour l'abbaye d'Altorf, datant du 28 novembre 1049, dans laquelle le pape rappelle que son ancêtre a doté l'abbaye d'Altorf dans les années 970 ou 980
donc c'est ce qui est écrit à l'écran, vous avez la version latine en haut et la traduction en dessous, de tout le terrain escarpé qui jouxte soit en longueur, soit en largeur le Bourgberg, sur le sommet duquel se trouvait son castrum. Alors on reviendra après sur l'appellation castrum et qu'est-ce qu'on peut en comprendre. Mais en tout cas, cette bulle, elle ne nous est connue malheureusement que par un vidimus. Donc un vidimus, c'est quoi? C'est une copie faite par... alors là, en l'occurrence, c'est un copiste religieux, un moine, qui dit qu'il a vu l'original et qui en fait une copie en copiant notamment certains éléments, certains signes graphiques. Donc là, vous avez par exemple les différentes rotas du pape et la signature. Donc... l'étude, pour autant, des caractères externes de cet texte est relativement complexe, mais les différents signes graphiques et même la datation de la bulle, son préambule, son protocole final, hein, donc la chancellerie pontificale, quand ils font un acte, ils utilisent toujours un peu les mêmes procédés. Donc tout ça, c'est relativement fiable. Enfin, ça reprend vraiment ce qu'on connaît de la chancellerie pontificale de Léon IX. Donc ce qui indique que la personne qui a copié ce texte avait effectivement sous les yeux un original de Léon IX. Pour autant, on sait par d'autres éléments que le texte qui copiait, oui, je viens de dire que c'était un original, mais le texte qui copiait, c'est un peu subtil, mais avait des éléments qui sont typiques d'un original, mais pour autant, il y a certains autres éléments qui sont douteux, qui sont suspects et qui ne correspondent pas au style de la chancellerie pontificale, mais seulement à quelques endroits du texte, ce qui laisse supposer une interpolation postérieure, probablement au début du XIIIe siècle. Ça veut dire, pourquoi cette période-là? Parce que c'est une période où l'abbaye d'Altorf, donc à qui on fait les dotations de terre, est en conflit avec l'évêque de Strasbourg, et pour assurer un peu leurs arrières et leurs possessions, ils ont dû modifier un texte original, ou en tout cas en faire une copie ou un faux, en modifiant certaines parties pour s'assurer en tout cas de contrôler toujours ces secteurs. Pour autant, le passage qui nous intéresse le plus dans cet acte concerne la mention du Bourgberg. Or, celui-ci n'est cité que comme élément de localisation, il ne constitue pas la donation en soi, et le faussaire n'a donc pas besoin de modifier le texte de l'original sur ce point précis. Il restait ensuite à identifier le Bourgberg, en utilisant cette expression. Donc Bourgberg, ça veut dire la montagne du château, hein, Bourg, le château, Berg, la montagne. Ça indique qu'on est sur un château dont le nom n'est plus connu. Vous avez en Alsace, les châteaux ont tous des noms propres plus particuliers. Et on a un autre élément intéressant, c'est que ça a été proposé par Joseph Wimmer, que le nom de Bourgberg, en fait, ait été transformé progressivement, qu'il soit devenu Burgbergkopf, et ensuite Purpurkopf. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, vous allez me dire, mais c'est une des seules hypothèses qui permettrait d'expliquer le lien entre ce site et ce texte. D'autant qu'en plus, le site du Purpurkopf se trouve à peu près au milieu des biens qui sont donnés à l'abbaye d'Altorf à cette période. On verra un peu plus tard, j'ai une petite carte pour vous présenter tout ça, mais on a vraiment tout un ensemble de biens qui sont donnés à l'abbaye au moment de sa fondation, et le Purpurkopf se trouve vraiment à une position géographique assez centrale par rapport à tous ces biens. Donc voilà, ça fait quand même plusieurs éléments qui permettent de se dire qu'on est peut-être là sur le bon bâtiment. Ça indique donc qu'en 1049, quand le scribe désigne ce sommet avec le mot Bourgberg, le château a priori n'existe déjà plus, ou en tout cas n'est plus occupé, puisqu'on a relativement oublié son nom et qu'on l'appelle simplement la montagne du château. Donc c'est à partir d'un toponyme à l'évolution un peu douteuse et une charte avec un contenu assez complexe qu'on a décidé d'entreprendre la fouille de cette ruine qui jusqu'à présent en fait n'était pas datée par des éléments précis, puisque tous les éléments de datation, les datations avancées par les différentes personnes qui avaient travaillé sur le site ne reposaient en fait que sur des a priori ou des impressions.
Alors, on a commencé par fouiller en 2021, 22 et 23, principalement le bâtiment qui se trouve au sommet du site et qui a, on va dire, concentré la première partie de nos recherches. Donc, ce bâtiment, vous avez là une vue aérienne prise cet été. Donc, c'est un bâtiment rectangulaire qui est orienté sur un axe nord-sud. Et il mesure, donc là vous avez une photo et un plan, il mesure 18,60 m de long pour 11 mètres de large, et il est constitué d'une seule maçonnerie élevée d'un seul jet, mesurant entre 2,5 m et 2,30 m d'épaisseur. Donc c'est vraiment des murs assez massifs. Ces murs, ils sont conservés sur une hauteur maximale de 2,80 m, et donc l'emprise au sol du bâtiment atteint 205 m², pour une surface interne en fait de seulement 95 m², due à l'épaisseur des murs. Les murs sont formés par deux parements, à l'appareillage relativement irrégulier de blocs et moellons de grès rose brut ou très sommairement équarris, qui enserrent un blocage de moellons et de cailloux liés par un sable argileux. Ce liant est constitué d'une arène gréseuse extraite sur place et mélangée à un argile probablement rapporté. Certains blocs employés, comme vous voyez à l'écran, sont particulièrement imposants, notamment au niveau des chaînages d'angles. Certains blocs dépassent même les 2 mètres de long pour certains, et même en position relativement haute dans la maçonnerie, pas forcément uniquement à la base. Donc, ce qui implique a priori l'utilisation de rampes ou d'instruments de levage qui n'ont malheureusement pas laissé de traces permettant de comprendre exactement comment ça avait pu être déplacé. Les murs sont posés sans tranchée de fondation. Ils sont posés directement sur le terrain naturel. On y reviendra un petit peu après. Et il y a un seul endroit que vous avez ici à l'écran. Alors, c'est pas très très clair, mais en fait, on a peut-être les vestiges d'un enduit à pierre vue, donc ça veut dire un enduit qu'on applique uniquement au niveau des joints, qui pouvait peut-être garantir l'étanchéité de la maçonnerie, qui, je le rappelle, n'est pas liée avec un mortier de chaux, mais avec un mortier de terre. Et malheureusement, ces joints-là ne sont conservés qu'en de très très rares endroits. Et ailleurs, ils ont fondu, ce qui fait qu'on n'a pas une certitude sur le fait que ces joints-là aient existé sur l'ensemble de la maçonnerie. Donc là, je vous ai remis quelques images des deux principaux angles qui ont été dégagés. Vous voyez que souvent les blocs de fondation ont été posés de façon un peu plus sommaire et qui dépassent un peu de l'aplomb du mur, ce qui implique que potentiellement ces parties-là n'étaient pas forcément visibles, mais légèrement masquées peut-être par un remblai qui cachait la base du mur. Ce que vous voyez à droite ici, ce gros bloc, c'est simplement un rocher démantelé du terrain naturel, qui est légèrement basculé, mais qui n'a pas été déplacé par l'homme. Le matériau employé, il provient de sources locales. Il a été extrait directement sur le sommet. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était la ressource la plus facilement disponible. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a de nombreux blocs versés dans la pente. On n'a pas besoin d'aller dans une carrière pour les extraire. Il suffit de se baisser et de les prendre sur place. On a d'ailleurs un bloc que vous avez ici à l'écran en haut. Donc c'est le même bloc sur les deux images du haut, qui présente des traces d'extraction. Alors ça se voit peut-être pas très bien, mais vous avez 4 traces ici. On appelle ça des emboîtures. Donc c'est des petits creux qui sont taillés dans le rocher, dans lequel on va insérer des coins en fer et les frapper jusqu'à ce que la roche se fende. Donc ça crée après une découpe caractéristique qui fait une espèce de virgule qu'on voit bien ici. Donc là, c'est malheureusement le seul bloc. Pourtant, les membres du club vosgien qui travaillent avec nous en ont démoussé des kilomètres pour essayer de retrouver d'autres blocs qui présenteraient des traces de découpe. Malheureusement, pour l'instant, c'est le seul qu'on ait, en dehors d'un bloc que vous avez sur l'image du bas. Alors en fait, c'est un des angles du bâtiment qui n'est pas encore dégagé, l'angle nord-est. Et vous voyez sur le bloc là, il y a des traces d'emboîture qui visiblement ont été abandonnées puisque le bloc n'a pas été débité.
Mais en tout cas, voilà, ça nous donne aussi un autre indice sur le fait que voilà, c'est bien le débitage de ces blocs a bien été fait pour construire ce bâtiment. Là, je vous parlais tout à l'heure de la fondation. Donc on voit ici en fait que la base du mur, elle repose parfois sur des très gros rochers, notamment ici. Hein, vous voyez donc les gros rochers qu'on a là, c'est pas du tout le mur, hein, ça c'est les rochers qui étaient en place, et le mur, il commence ici, et puis il passe par-dessus, puis après comme il n'y a plus de rochers, ben, il redescend un peu plus bas. Et en fait, ils n'ont pas forcément toujours cherché à asseoir la maçonnerie sur le rocher. Tantôt ils l'enjambent et tantôt ils reposent simplement sur un petit remblai de petits cailloux, qui est sans doute le terrain qui a dû être relativement nivelé au moment de l'arrivée des constructeurs. Ils ont dû créer une plateforme pour pouvoir installer leur maçonnerie sans forcément chercher à enterrer profondément leur fondation comme on pourrait le faire plus couramment. Là, vu les dimensions des blocs et la largeur des maçonneries, ça suffisait à assurer une stabilité à l'édifice. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un volume très important de matériaux éboulés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. Donc vous voyez ici à l'image, c'est le mur nord, donc c'est un des petits côtés du bâtiment qui est dégagé seulement sur sa moitié. L'autre moitié, elle est cachée ici par l'éboulis. Donc toute cette partie-là, en fait, c'est vraiment l'éboulis qui masquait la maçonnerie. Donc il faut bien imaginer qu'avant la fouille, les seules pierres qui étaient visibles, c'est celles qui ont du lichen ici, sur la partie supérieure du mur. Tout le reste était entièrement masqué par des éboulis, comme ce que vous avez ici à gauche. Donc tous ces matériaux, en fait, ils proviennent simplement de l'effondrement des maçonneries, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment, ce qui permet de supposer que la maçonnerie, à l'origine, avant son effondrement, donc là, à droite, on avait 2,80 m de maçonnerie, ou presque. On peut supposer qu'il y avait presque 5 mètres de mur, sans compter peut-être les éventuels blocs qui auraient roulé dans la pente, donc ce qui fait quand même une maçonnerie assez imposante, hein, donc 5 mètres de haut pour un mur qui fait 18 mètres de long, pour 11 mètres de large, ça fait vraiment un édifice imposant, d'autant que, je reviendrai dessus après, on n'a pas d'ouverture en fait dans les parties conservées. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. On a une petite embrasure ici qui correspond peut-être à une niche, et encore elle est très arasée, donc on n'est pas certain de son existence. Partout ailleurs, on n'a aucune trace de porte, ce qui implique en fait que l'accès, comme c'est souvent le cas après dans les châteaux plus tardifs, hein, se faisait a priori en hauteur. Donc probablement aussi en raison du type de construction, hein, comme je vous ai dit, c'est une maçonnerie qui n'emploie pas de pierre taillée, hein, simplement des blocs dégrossis, et il n'y a pas de chaux non plus. Donc les murs, c'est difficile de pratiquer des ouvertures dans ces parties-là, parce que la technique de construction employée ne le permet pas facilement. Et donc il faut imaginer probablement une superstructure en bois au-dessus de cette base en pierre. Donc si vous avez 5 mètres en pierre, que vous rajoutez un bâtiment d'à peu près la même hauteur en bois, on peut arriver à un édifice d'au moins 10 mètres de haut, si pas plus, si on compte la toiture. Donc on devait être face à un bâtiment relativement imposant, et je reviendrai tout à l'heure sur des éléments de comparaison avec d'autres sites qui pourraient avoir eu un type de construction un petit peu similaire. Les différents niveaux archéologiques et le mobilier qu'on a, la stratigraphie, hein, c'est comme ça qu'on appelle l'étude des différentes couches qu'on retrouve en archéologie. Elle est assez simple parce qu'on n'a pas beaucoup de couches différentes. Pour autant, elle n'est pas très lisible parce que, comme je vous l'ai expliqué, les matériaux employés pour construire le mur ou pour en fait, c'est du matériel extrait sur place. Donc ça ressemble un petit peu au sol qu'on trouverait, au sol naturel. Donc on a des fois du mal à faire la distinction entre les différentes couches puisqu'elles sont toutes constituées des mêmes matériaux. Pour autant, on a quand même quelques éléments qui nous permettent de lire, et aussi le mobilier qu'on va y retrouver n'est pas toujours le même. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'extérieur du bâtiment, donc ici à gauche, au nord, on a des niveaux qui correspondent vraisemblablement à des niveaux de
de terrain naturel un peu abîmé. Donc le grès, quand il se décompose, ça va faire du sable, ça va se mélanger avec de l'humus, de la matière organique. Et dans ces niveaux-là, on a retrouvé pas mal de céramiques de l'Antiquité tardive, donc des 3e, 4e siècles. Et pas du tout de mobilier du Moyen-Âge. Ensuite, quand on se rapproche du bâtiment, visiblement ces niveaux-là, ils sont recoupés, perturbés par le niveau que vous avez ici en brun à l'écran, qui correspond probablement à des travaux de terrassement qui ont été entrepris par les bâtisseurs pour créer l'assiette sur laquelle repose le bâtiment. Dans ce niveau-là, on retrouve toujours de la céramique antique, mais on commence à voir quelques fragments de poterie du Moyen-Âge, des 9e et 10e siècles. Donc là, ce niveau-là, il passe sous le mur. Donc ça, c'était déjà un premier indice pour nous dire que si on a des fragments de la céramique du Moyen-Âge central, donc principalement des céramiques à pâte claire alsacienne et à pâte micacée, donc je vous passe un peu les détails techniques, mais c'est vraiment des productions de céramique qui sont typiques du Moyen-Âge central, des 9e, 10e siècle. Donc là, vous avez... c'est les pots qui sont dessinés, donc on ne les a pas en entier. Ce qui nous intéresse le plus souvent, c'est les bords, parce que ce qui nous permet de faire les datations plus facilement en fonction de leur forme. Et il faut vraiment imaginer des pots assez globulaires qui devaient permettre de faire cuire des aliments. Voilà. Et on en retrouve quand même une quantité relativement importante, plusieurs centaines de fragments qui impliquent une occupation du sommet quand même relativement longue, puisqu'on ne casse pas sa vaisselle tous les matins. On a aussi retrouvé quelques objets assez esthétiques, ces petites perles que vous avez ici à l'écran. Alors, au début, on ne savait pas trop à quelle période les rattacher, parce que c'est des objets qui peuvent à la fois se rattacher à la fin de l'Antiquité, et c'est plus courant, mais on en retrouve aussi également des fois au Moyen-Âge central. Donc on a fait des analyses chimiques sur la composition du verre. Et en fait, la façon de fabriquer le verre n'est pas du tout la même à l'Antiquité et au Moyen-Âge. À la fin de l'Antiquité, on utilisait exclusivement du verre provenant de sable siliceux syrien ou égyptien, ce qui n'est plus du tout le cas au Moyen-Âge. Et donc les analyses nous ont révélé qu'effectivement, parce qu'on analyse vraiment les matériaux, je vous passe les détails techniques qui sont assez ardus, mais du coup ça nous a permis de dire qu'on était sur des perles romaines également. Donc on commence à avoir vraiment tout un faisceau d'indices qui nous indique qu'il y a bien une occupation romaine du sommet. Pour autant, le bâtiment qu'on a, lui, est médiéval. Et jusqu'à présent, et j'y reviendrai après, on n'a pas vraiment cerné la nature de l'occupation à l'époque romaine, puisqu'on n'a pas de structure qui se rapporte à cette période. On a aussi retrouvé des carreaux d'arbalète à l'intérieur du bâtiment. Et malheureusement, eux aussi, ils nous posent un peu problème, et on ne peut pas, comme les perles, les dater, puisque ça ne se fait pas pour le faire, on n'a pas les mêmes possibilités, parce qu'il se trouve que ces carreaux d'arbalète, ils ressemblent à la fois à des productions médiévales, sauf pour ce qui est de l'assemblage. Donc il y a deux types de façons d'assembler un carreau d'arbalète sur un fût en bois. Soit c'est avec ce qu'on appelle une soie, donc c'est en fait une pointe qui va s'insérer dans le bois qui sert d'âme au carreau, soit c'est une douille, et dans ce cas-là c'est le bois qui rentre à l'intérieur du métal. Pour les exemples connus, mais qui sont malheureusement très rares du Moyen-Âge central, c'est habituellement plutôt des douilles. Et les emmanchements à soie, au Moyen-Âge, ils sont réservés plutôt aux flèches d'arc qui n'ont pas du tout le même type de pointe. Et ces pointes-là, elles ressemblent plus à des éléments de l'Antiquité tardive, notamment ceux que j'ai mis à l'écran qui étaient trouvés à Augst en Suisse. Mais pour autant, c'est des objets qui ont été trouvés assez anciennement et qui ne sont pas très très bien datés non plus. Et comme on est sur sur un peu les prémices de la généralisation de l'arbalète pour la période médiévale, on n'est pas certain de savoir si c'est plutôt des vestiges antiques qui traînent encore ou des objets plutôt à rattacher à l'occupation médiévale du sommet. Le seul indice qu'on a, c'est qu'on les a bien retrouvés à l'intérieur du bâtiment et surtout dans une zone très très restreinte. Ils étaient tous à moins de 50 cm les uns des autres. Ce qui correspond assez mal avec des objets qui auraient été piégés dans les maçonneries,
et qui se seraient retrouvés coincés ensuite lors de l'effondrement du bâtiment. Donc on peut plutôt supposer que c'était des objets stockés à l'intérieur du bâtiment et donc plutôt contemporains de sa construction au Moyen-Âge. Mais ça restera, voilà, pour l'instant, en l'absence d'éléments de comparaison plus fiables, on ne pourra pas forcément faire le point. Enfin, pour dater le bâtiment, on a un dernier élément, c'est des datations radiocarbone. Donc ça, c'est le carbone 14, vous en avez déjà entendu parler. Ça marche sur tout ce qui a un jour été vivant, sont sur la matière organique. Donc on peut le faire sur de l'os, sur du bois, sur des charbons. Et là, en l'occurrence, on l'a effectivement fait sur des charbons de bois. On en a fait deux sur des charbons qui ont été retrouvés à l'intérieur du mur. Et donc là, vous voyez, on a en face, les résultats qu'on nous donne, c'est des fourchettes chronologiques avec des pourcentages de fiabilité. Mais en tout cas, on a plusieurs indices qui laissent penser que les charbons qui ont été coincés dans le mur, ils datent des années 771 ou 895-892. Donc là, on a vraiment un indice assez fort, en plus des objets en céramique qu'on a retrouvés, qui nous disent que le mur ne peut pas avoir été construit avant cette date-là, et qu'on serait donc bien sur une construction de la fin du 9e siècle ou du début du 10e siècle. Les datations qu'on a retrouvées dans les remblais plus antérieurs au mur, donc sous le mur et dans le niveau de démolition du bâtiment, fonctionnent également bien avec cette chronologie. Et donc ça nous permet vraiment d'affirmer maintenant avec certitude qu'on a une construction qui est sans doute datée de la fin du 9e siècle ou du 10e siècle. À cette période-là, ce qui est intéressant, c'est que ça marche relativement bien avec les dates qu'on pourrait supposer à partir de l'analyse de fameux textes de Léon IX, cette bulle papale dont je parlais en première partie. Cette famille de Léon IX, qu'on appelle les Hébérardiens, on arrive à peu près à la suivre dans les sources historiques à partir de la seconde moitié du IXe siècle. En fait, c'est un contexte assez troublé à la fin de l'Empire carolingien. Vous savez que l'Empire de Charlemagne, donc, c'est un empire assez vaste et qui permet une paix relative, en tout cas en son sein. Mais quand il s'effondre, il est séparé en plusieurs royaumes. Et du coup, la situation politique devient beaucoup plus instable. Comme vous voyez sur la carte à l'écran, l'Alsace, ici, fut rattachée à la Lotharingie, donc c'était le royaume qui se trouvait au centre, et elle devint en fait un espace frontalier. C'est devenu en fait un espace plus marginal, où les rois étaient beaucoup moins présents, et donc ça a permis à des familles, et notamment ici à celle des Hébérardiens, dans les années 880-890, à profiter des tensions entre le roi de Germanie et le roi de Bourgogne, qui était lui au sud, pour se bâtir une seigneurie. Leur puissance s'est construite à partir à la fois de monastères et de points fortifiés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Alsace, pour le Xe siècle, on a 3 mentions de fortification, de castrum, on n'en a que 3. Et les 3 mentions correspondent en fait à des possessions de cette famille-là. Donc les 3, c'est pas compliqué. Il y a une mention d'un castrum à Erstein, dont on n'a jamais pu localiser l'emplacement exact. Il y a Hohenburg. Hohenburg, c'est en fait le nom de la fortification qui a préexisté ou accompagné le monastère du Mont-Saint-Odile, et qui se trouve probablement en fait sous le parking supérieur actuel. Et le troisième, c'est le Purpurkopf. Enfin, en tout cas, ce qu'on identifie comme le Purpurkopf, dans le texte, c'est le Burgberg. Mais donc, du coup, ça nous indique clairement que cette famille, c'est vraiment elle qui est la première à lancer une politique de construction de fortifications en Alsace. Donc, il faut bien se dire qu'entre 913 et 1018, toutes les mentions, donc les 3, donc faut vraiment, avant, on n'a pas de mention de castrum relié à une famille. Donc on peut vraiment envisager que
le Burgberg, et donc le Purpurkopf, si c'est bien de ce site qu'il s'agit, pourrait avoir été construit lors de la création d'une seigneurie par Eberhard Ier, donc le fondateur de cette dynastie, à la fin des années 880 ou durant les années 890. Pour autant, les éléments de datation qu'on a, hein, donc notamment les datations au carbone 14 et puis les fragments de céramique, ça nous donne qu'un terminus qu'on appelle postquem, ça veut dire un terminus, ça veut dire c'est une date où ça n'a pu arriver qu'après, c'est-à-dire que la construction du château, elle n'a pu être faite qu'après cette date-là. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être 100 ans après. Bon, ça ne peut pas être 500 ans après non plus, parce que chez vous, vous avez peut-être de la vaisselle de votre grand-mère, mais a priori, vous n'en avez pas forcément beaucoup du XVe siècle. Mais pour autant, ça laisse quand même une petite marge qui nous dit qu'on n'est pas certain que ce soit Eberhard Ier, ça pourrait être aussi son fils, Hugues Ier, d'autant que cette personne-là, Hugues Ier, donc là je vous ai mis la généalogie de cette famille. Hugues Ier, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première personne, en Lotharingie notamment, à être nommée à partir de sa forteresse. C'est-à-dire qu'avant ça, avant cette mention, donc vous avez ici Ugo Comes Hohenburg-Regnans, donc le duc Hugues régnant sur le comte Hugues, pardon, régnant sur Hohenburg, donc sur le mont Saint-Odile. Avant cette date, les nobles, les membres de la haute aristocratie, on les appelle que par leur prénom. On n'utilise pas de nom de famille et encore moins de nom toponymique. Et lui, c'est le premier qu'on désigne par le nom de son château, ou en tout cas qu'on associe à une fortification. Après, dans la suite du Moyen-Âge, c'est très courant et c'est même devenu la norme. Hein. Tous les Fleckenstein, les Dabo, même les Egisheim, qui sont les descendants des Eberhardiens, tous s'appellent par le nom de leur fortification. Et le premier à avoir fait, pour lequel c'est arrivé, c'est donc Hugues Ier. Et donc, ça pourrait aussi être lui qui a construit le Burgberg, puisque c'est un des ancêtres de Léon IX, comme vous voyez à l'écran. Ce comte Hugues, il fut l'un des principaux interlocuteurs du pouvoir royal en Alsace jusqu'en 931. Donc c'est vraiment une personne importante. Et bon, après qu'on l'attribue à Eberhard Ier ou à son fils Hugues, finalement ça n'a que peu d'importance. Ça peut être l'un comme l'autre, mais ça donne du crédit en tout cas à la possibilité que ce soit une de ces deux personnes qui ait construit le site castral du Burgberg à la fin des années 880 ou au début des années 930, en tout cas dans cette fourchette-là. Je vous ai remis ici, oui, parce que je vous en parlais tout à l'heure, ça c'est les différents biens qui sont donnés à l'abbaye d'Altorf dans la fameuse charte du pape. Et on voit bien que le Purpurkopf se trouve vraiment en plein milieu du domaine. Alors le site, je vous ai beaucoup parlé du bâtiment au sommet, il y a un autre élément énigmatique, c'est donc cette enceinte qui se trouve autour, qu'on voit ici apparaître à l'écran puisqu'il n'y a pas d'arbre qui pousse dessus. Cette enceinte, on a commencé à la fouiller l'été dernier, dans l'optique de trouver des éléments susceptibles de la dater et de comprendre aussi, en ouvrant un grand décapage tout le long du mur, de voir si on pouvait avoir des vestiges d'une occupation à l'intérieur même de cet espace fortifié. Alors on a été content par certains aspects, un peu déçu par d'autres. Déçu pourquoi ? Parce que en fait là au sud du site il y a un replat assez important et on espérait retrouver une succession de niveaux. En fait, comme il y a le mur d'enceinte qui retient les sédiments et qui les empêche de s'éroder, on s'était dit que peut-être qu'on aurait des niveaux archéologiques bien conservés, alors que souvent dans les pentes, avec l'érosion, ils sont très abîmés. Et là, c'est pas de chance, puisqu'on est très vite tombé sur le rocher. Vous avez ici le mur d'enceinte à l'arrière-plan et le rocher qui était simplement recouvert par des niveaux de colluvion. Donc qu'est-ce que c'est les colluvions ? C'est simplement le sédiment qui dévale du sommet et qui recouvre l'essentiel des pentes de la montagne.
Et dans ces colluvions, on avait mélangé des céramiques du Moyen-Âge et des céramiques de l'Antiquité. Donc ça ne nous aidait pas du tout à comprendre de quand datait le mur d'enceinte, puisque ces éléments n'étaient pas en place, mais simplement correspondaient sans doute à des fragments d'objets qui venaient plutôt du sommet et qui avaient des vallées dans la pente. Pour autant, il y a un petit endroit, alors qui n'est pas très visible à l'écran ici, mais il y a une tache un petit peu plus sombre, dans laquelle on a retrouvé beaucoup de charbon et ces éléments un peu informes que vous avez à droite, qui sont en fait des culots de forge, donc c'est des scories. C'est en gros quand vous forgez dans votre foyer de forge, à chaque fois que vous mettez votre métal à ramollir, il va y avoir des résidus métalliques qui vont s'accumuler progressivement au fond de votre foyer. Et quand le forgeron nettoie son foyer de forge, il va avoir ces résidus qui sont en fait une partie des éléments minéraux et métalliques qui s'agglomèrent au fond du foyer. Donc c'est des indices vraiment parlants d'un travail de forge. Et on a aussi passé l'aimant dans les sédiments et on a retrouvé des batitures. Alors qu'est-ce que c'est les batitures? C'est des tout petits fragments de métal. En fait, quand vous frappez sur une masse de métal, vous avez peut-être déjà vu un forgeron, quand il frappe une masse de métal chaud, il y a des escarbilles qui volent, et bien souvent c'est des petites parcelles de métal, et ça après, quand on forge de façon importante, et ben dans le sédiment, on va le retrouver en passant l'aimant, on va voir en fait que le sédiment s'agglomère sur l'aimant, et ça c'est des indices clairs, nets d'une activité de forge. On avait quelques charbons dans cette tache noire avec ces fragments de scories. On a pu faire une datation au carbone 14 qui nous indiquerait qu'on serait plutôt sur une forge de l'Antiquité. Donc c'est le seul indice jusqu'à présent qui nous permettrait de savoir un petit peu qu'est-ce que pouvaient faire les gens à l'époque antique, puisque pour l'instant, à part des fragments de vaisselle, on n'avait rien d'autre. Donc peut-être qu'il y avait des activités artisanales, et alors après une forge, ça peut servir à peu près à tout et n'importe quoi. Le seul fait est qu'on a retrouvé dans le mur d'enceinte, à plusieurs endroits, des fragments de meules, donc des meules pour moudre le grain, qui sont pour certaines à l'état d'ébauche. Ça veut dire c'est des meules qui n'ont pas été terminées, soit parce que la roche s'est cassée au mauvais endroit, soit simplement que le travail a été abandonné. Donc on peut peut-être imaginer qu'à cette période-là, de la fin de l'Antiquité, il y a eu une exploitation de la roche pour fabriquer des meules. Et si on fabrique des meules, on utilise des outils, et quand on utilise des outils en fer, on a souvent besoin d'un forgeron pour entretenir ou réparer les outils. Donc ça reste une hypothèse vraiment de travail qu'on aura sans doute du mal à valider, mais voilà, ça pourrait être un des éléments qui nous permettrait de comprendre un peu la nature de l'occupation romaine, et on espère pouvoir retrouver des éléments supplémentaires à l'avenir pour mieux comprendre ce qui se passait à l'époque romaine. Pourquoi je dis ça? Parce que le mur d'enceinte, pour sa part, on a retrouvé des fragments de céramique sous le mur. Ici, en tamisant bien les sédiments, on a retrouvé des fragments de poterie qui sont vraiment du Moyen-Âge central et qui nous indiqueraient qu'en fait, cette fortification, ce mur d'enceinte, il est plutôt contemporain du bâtiment situé au sommet et pas beaucoup plus vieux. Alors là, on a fouillé qu'une petite portion de ce mur qui, je le rappelle, fait plus de 370 mètres de périmètre. Donc, dans les prochaines campagnes de fouilles, on va essayer de multiplier les différentes zones pour pouvoir dater plusieurs tronçons de ce mur et être sûr qu'on n'est pas là à un endroit qui aurait pu être réparé au Moyen-Âge et qui nous donnerait une fausse datation. Donc il va falloir qu'on vérifie à plusieurs endroits si on est bien effectivement sur une fortification entièrement médiévale. Mais pour l'instant, ça reste du coup l'hypothèse principale. On aurait la construction de l'enceinte et du bâtiment au sommet dans une même phase chronologique. Pour ce qui est de l'abandon du site, je reviens rapidement. On a, pour le mobilier archéologique, on n'a rien de postérieur à la fin du Xe siècle ou au début du XIe siècle. Et pareil pour les datations radiocarbone sur les charbons, celui qui a été retrouvé dans le remblai de démolition du bâtiment,
il ne dépasse pas le début du XIe siècle. Vous voyez ici 954 ou 1028 pour la fourchette haute. Donc ça veut dire que à la fois par le mobilier céramique et à la fois par la datation radiocarbone, on n'a aucune occupation du sommet après le début du XIe siècle. Et ça pourrait s'expliquer, on n'a pas 36 000 hypothèses, puisque des textes pour cette période-là, on en a très peu. Le seul événement qui pourrait se rattacher à la disparition de l'abandon de ce site, et ça c'est une hypothèse qui a été proposée par Jean-Michel Rudroff, ici présent, c'est que en 1027, on a un texte qui nous indique que le duc Ernest II de Souabe a en fait détruit plusieurs châteaux du comte Hugues en 1027. Donc ça collerait assez bien avec nous l'abandon du site au début du XIe siècle. Pour autant, on n'a pas de traces d'une destruction violente. Les traces d'une destruction violente en archéologie, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est des traces d'incendie. Surtout là, si on imagine que le bâtiment était surmonté d'une structure en bois, le plus simple pour détruire un bâtiment, c'est d'y mettre le feu. Même s'il y a une construction entièrement en pierre, il y a toujours au moins une toiture en bois ou des planchers à l'intérieur. Et une fois que tout ça, ça a disparu, les maçonneries, surtout que là, elles ne sont pas liées à la chaux, elles s'effondrent très vite. Nous, on n'a pas de traces d'incendie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une destruction violente. On peut avoir d'autres éléments. On peut simplement se débarrasser des gens qui occupent le site et puis les empêcher de revenir ou casser les portes, pousser les murs par terre. C'est possible aussi. Donc, l'hypothèse de la destruction violente, elle est pas fausse, mais on n'a pas d'éléments archéologiques, en tout cas, pour la certifier. Pour autant qu'elle soit volontaire ou liée à un événement militaire, ce qui est très intéressant, c'est que la même famille qui, a priori, construit le Purpurkopf, c'est celle qui fonde le Gierbaden, puisque le Gierbaden, on le connaît dans les textes, il apparaît sous le nom de Gierbaden à partir de 1137, 1141, et il est fondé par la même famille que vous connaissez sous le nom aussi d'Aboegisheim. Tout ça, c'est la même parentèle que les Eberhardiens, donc c'est toujours la famille de Léon IX. Donc le Gierbaden pourrait avoir été construit peut-être au début du XIIe siècle, ou peut-être même la fin du XIe siècle. Alors il y a eu quelques fouilles qui ont été faites dans la deuxième moitié du XXe siècle sur le haut château du Gierbaden, qui ont révélé potentiellement quelques éléments de céramique du XIe siècle, que je vais d'ailleurs essayer de réévaluer un petit peu pour mieux démêler tout ça. Mais on pourrait avoir un déplacement du site, soit déjà dès le XIe siècle, soit au XIIe siècle. Alors, c'est un peu différent parce qu'on ne sait pas vraiment est-ce qu'il y a 50 ans, 100 ans, 10 ans entre l'abandon d'un site et le début d'un autre. Et en l'absence de fouilles, disons, plus complètes au Gierbaden, on ne pourra pas forcément répondre clairement ou définitivement à cette question. On peut aussi imaginer, si ce n'est pas une destruction militaire, l'hypothèse simplement d'une évolution des stratégies d'implantation de la famille, notamment parce qu'ensuite, après, ils investissent le château d'Egisheim, qui devient, à partir des années 1020, le centre de leur identité familiale et qui font qu'ils en prennent le nom. Alors le Purpurkopf, est-ce que c'est le seul bâtiment du secteur daté de cette période ? Jusqu'à présent, fermement daté, oui. Parce que on a bien quelques exemples de construction, de fortification qu'on serait tenté et que l'historiographie en règle générale rattache à cette période. Pour autant, ces autres sites, ils n'ont généralement pas fait l'objet de fouilles ou, quand ça a été le cas, qui n'ont pas révélé d'éléments permettant d'affiner la datation. Et surtout, pour tous ces autres sites, il n'y a généralement pas de mentions textuelles qui nous permettent en plus d'en savoir plus. Donc je vais passer un peu rapidement pour vous montrer un peu les différentes morphologies qu'on peut avoir dans la région. Vous connaissez sans doute, pour certains d'entre vous, certains de ces sites. Donc il y a le petit Ringelstein, on voit bien qu'on est aussi sur une enceinte, mais qui est beaucoup
plus modeste en termes de dimension. Pour autant, l'enceinte est beaucoup mieux conservée que celle du Purpurkopf, mais ces maçonneries, elles ressemblent un petit peu plus à celles du bâtiment sommital qu'on a au Purpurkopf. Mais au Petit Ringelstein, il n'y a a priori pas de bâtiment connu à l'intérieur. Le seul point intéressant, c'est qu'il y a eu des fouilles, alors j'ai oublié par qui, mais je ne sais pas si Jean-Michel s'en rappelle, il nous le dira peut-être tout à l'heure, mais il y a eu des fouilles il y a une quarantaine d'années, je crois, qui n'ont pas révélé de mobilier céramique ou d'éléments de datation, mais il me semble qu'il y a 2 carreaux d'arbalète qui ont été retrouvés et qui ressemblent sensiblement à ceux qu'on a au Purpurkopf, mais je les ai vus que sur des photos scannées en noir et blanc d'assez mauvaise qualité. Et le mobilier, je ne sais absolument pas où il est stocké aujourd'hui, donc malheureusement, je n'ai pas pu en savoir plus pour l'instant, mais ça restera à creuser. Donc ça resterait une hypothèse voilà, d'un potentiel site contemporain, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on n'a pas du tout la même morphologie de site. On a aussi le Köpfel, hein, qui est juste au-dessus des châteaux d'Ottrott. Alors c'est pareil, l'image n'est pas coupée, hein, simplement que le site à droite il borde un escarpement assez important qui n'a pas nécessité la construction d'une maçonnerie. On est sur une enceinte beaucoup plus petite aussi, mais les blocs sont un peu plus travaillés qu'au Purpurkopf, mais c'est aussi parce que la roche employée est un peu plus massive et se débite un peu plus facilement et un peu mieux. Donc voilà, mais on est vraiment pareil en termes de morphologie, on n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir au Purpurkopf. On est sur un site beaucoup plus petit, avec a priori pas de bâtiment en dur en tout cas à l'intérieur. Et enfin, plutôt dans le Haut-Rhin, donc là c'est sur la commune de Wettolsheim, ceux qui connaissent peut-être, il y a un site pas très loin du château du Hageneck qui s'appelle Kruet-Linserein et qui est à mi-pente et qui pour le coup est une vaste enceinte qui a des dimensions un peu comparables à celles du Purpurkopf. Pour autant, les méthodes de construction sont très différentes puisqu'on a là une enceinte qui est maçonnée avec des murs élevés à la chaux. Alors le matériau n'est pas le même puisqu'on n'est pas sur du grès ici, on est sur du granit. Mais pour autant, on n'a aucun élément de datation. Cette enceinte a été rattachée à cette période-là, faute de mieux. Mais voilà, en l'absence de fouilles, on n'est pas certain que ce soit contemporain. Enfin, dernier petit site, je ne vais pas tous les faire, mais voilà, il y a aussi dans le Haut-Rhin le site du Montori, qui a lui révélé de la céramique de la fin du Xe siècle, donc très légèrement plus tardif que le Purpurkopf. Mais pareil, on voit bien qu'en termes de morphologie, on est sur un bâtiment beaucoup plus frustre, avec des murs qui font à peine 1 mètre d'épaisseur, et un petit bâtiment carré, avec les vestiges peut-être d'une petite enceinte associée, mais qui est beaucoup moins massif que ce qu'on peut avoir ici au Purpurkopf. Si on dézoome un petit peu, pour ces vastes enceintes, on a quelques enceintes refuges du côté de l'Allemagne, donc ce qu'on appelle des Flibourg dans l'espace germanique, qui pourraient s'apparenter à l'enceinte qu'on a au Purpurkopf, mais là on est surtout sur des sites qui ont souvent de très très nombreuses phases d'occupation, donc qui sont parfois des constructions proto-historiques, donc celtiques, avec des réaménagements réguliers. C'est pas toujours des sites très bien datés et qui sont souvent assez différents les uns des autres et rassemblés sous cette même appellation. Et c'est pour ça que Thomas Biller et Bernard Metz essaient de rattacher l'enceinte du Purpurkopf à cette Flibourg, cette enceinte refuge. Mais on est vraiment souvent sur des enceintes très vastes, mais on n'a pas forcément de bâtiment central associé. Et les éléments de datation sont souvent aussi très, très variés. On a parfois des enceintes avec vraiment plusieurs phases d'occupation, ce qui pour l'instant n'est pas le cas chez nous. Un site qui est vraiment très intéressant, qui se situe à une centaine de kilomètres d'ici, à vol d'oiseau, mais sur le versant forêt noire, c'est le site de Rüdersberg, à Cole. Ce qui est vraiment... On a des éléments qui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut trouver au Purpurkopf, notamment cette enceinte qui ressemble aussi à l'éboulis qu'on peut avoir au Purpurkopf. Pour autant, ici, ils ont trouvé des éléments de datation qui leur permettent de dater cette enceinte de la période proto-historique, donc du 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Et cette enceinte, elle a été restaurée au Moyen-Âge, au 8e, 9e siècle, et en même temps que la restauration de cette enceinte, il y a eu la construction d'un bâtiment rectangulaire au sommet, un peu comme au Purpurkopf,
Cependant, on voit bien que les maçonneries ne sont pas tout à fait aussi imposantes que ce qu'on peut avoir, mais on a quand même un élément de comparaison en termes d'organisation du site qui est assez semblable à celle du Purpurkopf. Le seul problème, c'est que pour ce site-là, on n'a pas de texte et on n'a aucune idée de qui a pu construire ce bâtiment. Est-ce que c'est vraiment un bâtiment qui émane d'une aristocratie ou est-ce qu'on est simplement sur autre chose? Donc là, on manque un peu d'éléments pour comprendre ce site. Alors du coup, pour comprendre le bâtiment du Purpurkopf, on est obligé d'aller voir un peu plus loin et de s'intéresser notamment à plusieurs constructions qu'on pourrait qualifier de donjons, en tout cas de vraiment les ancêtres des premiers donjons ou des premières tours d'habitation nobles qu'on pourrait avoir notamment en France, mais aussi en Suisse, en Allemagne pour certains sites. Et ce qu'on a aussi d'autres bâtiments qu'on appelle des olaïs, donc c'est des bâtiments carolingiens qui sont assez bien connus, notamment celui de Douai-la-Fontaine. C'est des bâtiments qui ressemblent par le plan, puisqu'on a des grands bâtiments rectangulaires, qui ressemblent aussi parfois par d'autres aspects. Donc là j'ai mis un exemple, c'est par exemple la base de la tour du château de la Marche. On a une construction qui fait 7,80 m de haut, sans aucune ouverture. Donc ce qui est très intéressant, c'est que ça nous donne peut-être une idée et de ce à quoi pouvait ressembler la base du Purpurkopf avant son effondrement. L'intérêt, c'est que dans une seconde phase d'occupation, cette tour avait été recouverte par une motte, ce qui fait que ça a entièrement préservé les maçonneries, et qu'ensuite ça a été complètement retiré dans les années 50 par des fouilles. Mais donc il faut bien imaginer que si on a 7,80 m de maçonnerie sans porte et sans fenêtre, qu'il y avait forcément une structure en bois au-dessus, sinon ça n'a aucun intérêt, on ne peut pas rentrer à l'intérieur, et probablement un système d'accès par des escaliers à l'extérieur. Donc on peut tout à fait imaginer qu'on a là un site un peu comparable à ce qu'on aurait pu avoir au Purpurkopf, avec une maçonnerie très très imposante et probablement assez haute à la base, et un bâtiment en bois qui surmonte. Alors pour illustrer, je vous ai mis là une vue de la tour de Toppler en Allemagne. Alors c'est beaucoup plus tardif, puisque là on est sur des constructions de la fin du Moyen-Âge, mais ça vous permet d'imaginer un peu à quoi ça peut ressembler une tour avec une base en pierre et une super structure en bois, même si bien sûr il faut bien se dire qu'au 9e, 10e siècle, le type de construction en bois était assez différent de ce qu'on faisait ici au 15e siècle. On a d'autres sites, là je vous ai mis un exemple, parce que c'est vrai que souvent on avait tendance, avec Tristan, à être un peu timide sur les possibilités, comment on pouvait imaginer le site avant son effondrement. Là je vous mets la vue d'un site qui s'appelle Telay, dans le sud de la France, pour lequel une exposition a été faite en début d'année avec des grands pontes de l'archéologie castrale qui ont travaillé sur ce site et qui proposent, à partir des images que vous avez à gauche, proposent la tour de droite. Donc vous voyez qu'on peut parfois être assez ambitieux dans les propositions de restitution. Et donc on peut forcément, c'est pas parce qu'on a peu de maçonnerie conservée en hauteur qu'on avait peu de maçonnerie à la base. On peut avoir des bâtiments assez vastes, mais simplement avec les affres du temps, il n'en reste plus grand chose. Je vais conclure maintenant, puis après ça vous laissera un bon temps pour des questions si vous souhaitez. Simplement pour vous dire que je vous ai mentionné, je sais plus si je l'ai fait, mais en tout cas il y a un puits qui se trouve à l'extérieur du site. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais notre objectif là, ça va être de le dater. J'ai pas encore la datation, les échantillons sont partis, et j'attends la réponse. J'espérais l'avoir pour ce soir, mais je ne l'ai pas. Donc en fait ce puits il est habituellement plein d'eau, on l'a vidé pour pouvoir récupérer du bois. Donc là ce que vous voyez en fait c'est à l'intérieur du puits, tout au fond, la maçonnerie repose sur un radier en bois, donc c'est très très courant ça pour construire des puits. Et comme c'est noyé sous l'eau, le bois se conserve, on peut trouver des bois très très anciens. Et là, on a prélevé du bois. Alors initialement, on voulait faire une datation dendrochronologique, c'est-à-dire en étudiant les cernes de bois, on arrive à
avoir la date d'abattage de l'arbre. Là, malheureusement, on n'avait pas suffisamment de cernes dans l'échantillon pour le faire. Donc on va être obligé de passer par une datation au carbone 14, mais on devra avoir le résultat d'ici cet été, et on pourra enfin savoir de quand date ce puits. Est-ce que c'est un puits médiéval, est-ce que c'est un puits plutôt romain, ou est-ce que c'est une construction plus tardive ou plus ancienne? Je ne pense pas, mais je suis prêt à être surpris. Voilà, donc pour ce qui va être fait cet été, donc là le puits, c'est le petit rond que vous avez ici à gauche. Donc cet été, la campagne de fouilles aura lieu les 3 premières semaines de juillet, toujours en partenariat avec la ville de Rosheim et le club vosgien du Purpurkopf, qui nous épaule bien et nous donne aussi un coup de main avec leurs bras. Et donc, du coup, on va fouiller toute la moitié est du bâtiment sommital, et on va faire 3 sondages au nord, à l'est et à l'ouest, le long de l'enceinte, pour essayer de trouver des éléments de datation supplémentaires. Voilà. Donc, ce sera a priori pour cette campagne triennale la dernière année de fouilles, avant une petite pause qui nous permettra de réfléchir, notamment avec le club vosgien et la ville de Rosheim, à la pérennisation du site, parce que maintenant, toutes les maçonneries qu'on a dégagées, il va falloir trouver un moyen de les consolider, de les protéger, parce que la solution la plus simple, ce serait de tout reboucher, tout refermer, mais c'est quand même un petit peu dommage, parce qu'on s'est donné du mal pour tout dégager, et pour les visiteurs du site, c'est quand même mieux de pouvoir voir à quoi ressemblent ces belles maçonneries. Donc il va falloir qu'on entreprenne une belle réflexion, et puis qu'on trouve aussi des financements. Et pareil, on a sorti quand même beaucoup de données avec ces années de fouilles et puis celles qui sont encore à venir. Donc il va falloir qu'on digère un peu tout ça. Donc il va sans doute y avoir une petite pause dans les travaux de terrain de fouilles, mais il y aura un gros travail d'études, d'analyse, de conservation du mobilier, etc. Donc tout ça, ça va aussi nous demander de l'argent, du temps, etc. Donc on ne peut pas mener tous les fronts en même temps. Il faut d'abord assurer la sauvegarde de ce qu'on vient de sortir de terre pour pouvoir poursuivre ensuite, sans doute dans les années à venir, une campagne de recherche supplémentaire. Je voulais juste mettre en dernier petit mot pour remercier toutes les associations, les entreprises et les entités diverses et variées qui nous ont donné de l'argent ou du temps pour pouvoir effectuer ces recherches, puisque ça coûte quand même un peu de sous. On a à peu près 40 000 euros par an de budget, un petit peu moins, mais voilà, donc tout ça, ça demande un soutien et qu'on trouve beaucoup dans les acteurs locaux, comme vous pouvez le constater à l'écran. Voilà. Merci beaucoup, et bien sûr, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup Florent pour ce formidable voyage, cette aventure archéologique que tu nous as fait vivre. À la fin, on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions qui restent, et probablement beaucoup de certitudes qui vont encore s'effondrer, et puis d'autres propositions, d'autres suggestions qui vont jaillir, et c'est ça qui est formidable. L'archéologie moderne est quelque chose de passionnant, et tu l'as parfaitement illustré. Les questions vont être multiples, je vais commencer par en poser une, toute simple. Est-ce qu'on peut appeler ça un château fort? Parce qu'il y a eu tout un emballement médiatique pour dire que c'était le premier château fort d'Alsace. Est-ce que c'est un château fort ou est-ce que c'est autre chose? Alors, c'est une question qui est tout à fait centrale, parce que c'est vrai, la question c'est déjà qu'est-ce que c'est un château fort? Alors, normalement, un château fort, c'est une résidence fortifiée d'un aristocrate, pour faire très simple. Là, on n'a pas du tout de certitude que des aristocrates aient vraiment résidé sur place. Sans doute, ils sont à l'origine de cette construction, ils en sont le propriétaire, mais à cette période-là, autant 100 ans plus tard, j'aurais pas eu de doute, puisque on a des mentions de nobles à divers degrés de l'aristocratie qui résident dans des résidences fortifiées. Autant pour cette période-là, comme on sort quand même d'une période plutôt calme, pacifique
de l'Empire carolingien. On n'est pas encore à une période où les nobles résident forcément dans ce type de construction. Et ce qui nous aurait permis de le savoir, c'est de retrouver notamment des restes d'os d'animaux, donc des os de faune, puisque c'est les vestiges de ce que les gens mangent. Et entre les gens de la noblesse et le reste, on n'a pas forcément les mêmes aliments, on ne mange pas forcément la même viande, et ça nous aurait permis de savoir un peu qui c'est qui occupait ce site là-haut. Et le problème, c'est que le sol du Purpurkop, c'est du grès, c'est assez acide, et des ossements en 1000 ans, ils ont complètement fondu, donc on n'en a pas. Donc on n'a aucune idée de ce qu'ils pouvaient manger, ça nous aurait donné un premier indice. Donc pour moi, on ne peut pas vraiment parler de château fort, mais c'est vrai qu'après, pour le grand public, c'est beaucoup plus simple de parler de château, parce que c'est la traduction en fait littérale du mot castrum, et que c'est le mot qui est employé tout simplement dans la bulle. Mais on est sans doute plutôt sur une construction effectivement fortifiée, effectivement qui émane d'une aristocratie, mais pour autant qui n'est pas son lieu de résidence. C'est sans doute plutôt un point de surveillance, un fortin, je ne sais pas comment utiliser le mot. Ça a pu être éventuellement un lieu de résidence d'une aristocratie plus secondaire. Il faut bien imaginer que le comte Hugues, il devait avoir des cousins, des frères, ou peut-être des gens qui n'étaient pas forcément la personne la plus, on va dire, la plus capée dans la famille, mais il y a pu y avoir peut-être des branches cadettes qui s'occupaient ou qui étaient en charge de ce site. Donc on est un peu dans une période de flou, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est vraiment, c'est le chaînon manquant des châteaux d'Alsace. Ce qui m'intéresse toujours sur un site fortifié, c'est l'eau, parce que sans eau, on ne peut rien faire. Alors quand on se rend sur ce site du Purpurkopf, on monte, c'est même assez raide. Et là, le puits, il est quand même assez loin. Bon, ça fait à peu près 100 mètres. Bon. Est-ce qu'il y a un autre point d'eau? Ça me paraît difficile. Donc comment articulez-vous les deux? Je vais vous répondre. Alors, effectivement, déjà, on pourra y répondre plus facilement quand on saura de quand date ce puits, pour savoir est-ce qu'il est contemporain Si ce puits est médiéval, on pourra vraiment clairement dire que c'était leur point d'eau. Alors sans doute ils ont cherché à capter une source et que au sommet c'était compliqué. Après on peut avoir des points d'eau externes, ça existe dans des châteaux plus tardifs. Faut bien imaginer qu'on peut avoir un point d'eau, ça n'empêche pas d'avoir une réserve d'eau par ailleurs. On peut avoir des tonneaux, des barriques, des outres, plein d'éléments qui ont disparu, qui ne laissent pas de traces, dans lesquels on peut stocker de l'eau. Donc ça, c'est pas forcément antinomique d'avoir un point d'eau externe. Pour autant, pour l'instant, on ne sait pas si ce puits est effectivement contemporain, et s'il est plus tardif, par exemple si c'est un puits d'époque moderne, c'est pas exclu. La question de l'eau, sans doute, ils avaient peut-être des éléments de récupération sur leur toiture, avec des tonneaux en bas de la gouttière, comme vous avez peut-être dans votre jardin. Ils avaient peut-être cherché de l'eau, il y a divers ruisseaux qui coulent de part et d'autre du sommet. En tout cas, ça nécessitait sans doute une logistique assez importante. Il y a eu, pendant longtemps, on a pensé, pour ceux qui connaissent le site avant les fouilles, il y avait un trou un peu au milieu du bâtiment au sommet qui a longtemps été décrit comme une citerne. Donc on a fouillé cet été. Il n'y a aucune trace de citerne, on est simplement sur une dépression dans la roche qui n'a pas été étanchéifiée, on ne pouvait pas stocker de l'eau là-dedans, donc c'est pas une citerne. Donc pour ce qui est du stockage de l'eau, on n'a pas sur le site, à l'intérieur de la fortification, on n'a aucun indice pour l'instant, donc il faut supposer que c'était plutôt dans des éléments qui n'ont pas laissé de traces, donc des cuves en bois, peut-être, des tonneaux, des outres, là on peut imaginer à peu près tout et n'importe quoi. Je suis désolé si ça ne répond pas forcément très bien à votre question. Une autre question? Bonsoir monsieur, et merci pour l'exposé, très intéressant. Moi ça fait quelques années que je me pose des questions, je suis totalement novice en archéologie, je ne connais rien, mais je m'intéresse à ma région. Et j'ai, au travers de mes nombreuses années de randonnée, visité de nombreuses fois le Heidenkopf, où il y a, d'après ce que j'ai pu trouver à droite à gauche, un dénommé Heidenschloss, qui présente des caractéristiques, d'après ce que j'ai vu là, entendu ici, aussi il semblerait un mur d'enceinte ébloui,
avec les fondations d'une ancienne, en triangle aussi, l'ancienne bâtisse. Alors, oui, c'est assez simple. Avec un puits sur la portante, avec un puits aussi, pas au milieu, juste à côté, à 30 mètres de cette enceinte. Alors, j'ai pas fait d'analyse en profondeur du Heidenkopf, mais il y a effectivement les vestiges d'une fortification, mais qui est plus tardive en fait. On est plutôt sur les restes d'un château du XIIIe ou XIVe siècle, parce que pour y être passé il y a maintenant quelques années, j'avais retrouvé en surface un fragment de céramique de cette période, mais peut-être que Jean-Michel, je vois, qui récupère le micro, a peut-être plus d'éléments encore à dire sur le sujet. Je voulais te poser une question concernant Popokopf, mais cette question concernant le Heidenkopf me touche, je crois, dans la mesure où j'ai publié un article sur le Heidenkopf dans la revue Château-Fort d'Alsace il y a une dizaine d'années. Donc on a relevé le plan du château et en effet c'est un château qui plus fort. Du 13e, début 14e certainement. 13e, début 14e. Il y a en effet une citerne sur le sommet et il y a un fossé bien visible. C'est un château quelque chose qu'on a considéré, comme beaucoup de choses considérées autrefois comme romain et qui naturellement est tout à fait médiéval. Maintenant la question que je voulais te poser, c'est concernant le Popokopf. Est-ce que vous comptez faire ou est-ce que vous avez trouvé une zone où vous pourriez faire un sondage entre la tour, enfin entre ce bâtiment et le mur d'enceinte? Parce que résidence noble, occupée ou pas occupée, il y avait forcément des écuries et des bâtiments économiques. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu de ce côté-là? Alors, prévu, oui, mais alors ce ne sera pas pour cet été. Ça, c'est du coup, effectivement, c'est vraiment le projet, on va dire, de la prochaine campagne de fouilles qui sera sans doute relancée sur 3 ans, alors dans 1 ou 2 ans. Probablement à partir de 2026 ou 27 si on est trop lent, mais pour cet été on a déjà beaucoup à faire avec la fin du bâtiment sommital et l'enceinte, qu'on voudrait déjà bien terminer, disons, la compréhension de ces 2 éléments qu'on a commencé à approcher. Mais c'est vrai qu'un espace aussi vaste, déjà, si on n'a rien à l'intérieur, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc il y a forcément eu à un moment la volonté d'enclore d'autres bâtiments ou d'autres choses que juste cette construction au sommet. Effectivement, tu parles d'écurie, oui, ça pourrait clairement être un élément clé à retrouver, même si ce sera peut-être difficile à identifier comme tel. Le seul problème, c'est que pour l'instant, que ce soit quand on se promène sur place ou avec les relevés lidar qu'on a du sommet, on ne devine pas d'emplacement susceptible d'avoir une petite terrasse qui aurait pu accueillir un bâtiment. L'endroit qu'on supposait, puisque c'était le plus plat du site, c'est la pointe sud qu'on a traité l'année dernière, et on a, en dehors de ces vestiges de forges qui sont peut-être plutôt antiques, on n'a rien d'autre. Donc c'est assez compliqué, parce que si c'était des bâtiments en matériaux périssables, donc en bois, sur poteaux, sous couvert forestier, ça laisse pas forcément de traces. En plaine, on retrouve assez facilement les trous, les empreintes des poteaux. Là, c'est une zone qui était sous couvert forestier pendant 1000 ans. Avec le nombre de souches qui ont dû se succéder, c'est très très difficile de pouvoir lire un plan de bâtiment en bois dans ces niveaux-là. Donc, si c'est des constructions en bois, j'ai peur malheureusement on passe à côté sans pouvoir les lire. S'il y a des constructions en pierre, pour l'instant, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont, puisqu'elles ne sont pas visibles. Mais pour autant, pour les prochaines campagnes de fouilles, donc pas cet été, mais celles qui seront lancées sans doute en 2026, on envisage de faire carrément une tranchée complète du sommet, donc du bâtiment jusqu'à l'enceinte, pour avoir une coupe complète de tous les niveaux donc ça nous occupera, je pense, une année, une campagne, un été complet pour pouvoir faire cette tranchée-là, et pour essayer de comprendre la succession des différents niveaux. Mais bon, on sera peut-être déçu, comme ce qu'on a vu au sud, où le rocher apparaît assez vite et on n'a finalement que des niveaux très érodés. Donc j'espère qu'on aura des éléments à se mettre sous la dent, mais je ne suis pas forcément très optimiste. On verra. Merci. Alors, première chose, bravo pour cet exposé qui était vraiment très intéressant. Donc, vous avez prouvé la présence de mobilier romain
sur le site. Pour autant, le bâtiment a été construit au IXe siècle. Ça veut dire qu'il y avait une occupation précédente, mais on n'a pas de traces. Est-ce que vous pouvez supposer ou imaginer sous quelle forme était l'occupation romaine, l'occupation les années avant la construction du Purperkopf? Alors effectivement, on peut que l'imaginer, parce que c'est bien ce qui nous embête, c'est qu'on a quand même beaucoup de choses, mais rien d'autre que des fragments d'objets. Donc, mais quand même en nombre, on en retrouve partout sur le sommet, il n'y en a pas qu'au niveau du bâtiment sommital, on en retrouve dans les pentes, voilà, on en retrouve un peu partout. Et ça implique qu'il y a eu une occupation quand même assez longue, parce qu'on a quelques éléments du début du IIIe siècle jusqu'au début du Ve siècle. Donc il y a au moins 2 siècles d'occupation. Et vu qu'on retrouve beaucoup de fragments, ça implique qu'il y a quand même eu une occupation de plusieurs personnes pendant probablement plusieurs années. Donc c'est pas juste un Romain qui est monté, qui a perdu un objet, on a vraiment des gens qui ont vécu là-haut. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ça c'est une bonne question. On aurait tendance à croire, bon, si on se met sur un sommet, est-ce que c'est pas la même vocation qu'au Moyen-Âge? Est-ce que c'est pas une volonté défensive, notamment puisqu'on se trouve à la fin de l'Antiquité, on a des incursions germaniques, les Allemands traversent le Rhin, on a pas mal de troubles, donc on sait qu'il y a plusieurs petits conflits en tout cas qui jalonnent un peu cette période. Donc ça a pu servir de lieu de refuge ou de guet pour surveiller la vallée secondaire. On peut émettre plein d'hypothèses. Après on a aussi l'hypothèse que j'évoquais effectivement, si on a bien une forge et des meules romaines, est-ce qu'on n'est pas sur un site d'extraction et du coup plutôt civil, ou du coup pas militaire, mais où on viendrait tailler des meules, et puis voilà, on aurait un petit peu d'artisanat là-haut, parce que pour l'instant on n'a pas non plus d'objets militaires romains, sauf si ces fameux carreaux d'arbalète le sont, mais comme on n'est pas certain qu'ils le soient, on ne peut pas se baser là-dessus non plus. Donc les hypothèses, en fait, on peut imaginer à peu près tout et n'importe quoi. Et les seuls éléments, on va dire, fiables qu'on ait pour l'instant, c'est que soit c'est militaire, et du coup c'est le côté défensif du site de hauteur qui est intéressant, et du coup son contrôle sur la vallée en contrebas, soit c'est simplement la roche qui était recherchée, et c'est la carrière de Meule. Pour l'instant, c'est les deux seules hypothèses, mais ça pourrait très bien être une troisième avec des éléments qu'on n'a pas encore découverts. Bon, surtout qu'on a quand même quelques perles, on a quelques objets comme ça qui... après, c'est assez courant, c'est pas forcément un marqueur de très grande richesse, mais pour autant, c'est pas un truc qu'on met pour travailler non plus. Donc voilà. Alors est-ce qu'il y a des gens qui travaillaient, qui avaient peut-être qui avaient leur vie sur place aussi avec femmes et enfants? C'est possible, mais voilà, on n'a pas d'éléments encore malheureusement aujourd'hui pour vraiment déterminer ce qui se passait. C'est la seule chose qu'on peut être sûr, c'est qu'il y avait quand même un nombre assez important sans doute de gens qui occupaient ce sommet au 3e, 4e siècle. Mais après l'occupation médiévale a sans doute grandement abîmé aussi les vestiges de l'époque romaine, parce qu'il faut bien s'imaginer que pour construire une telle enceinte, s'ils ont récupéré la pierre sur place, ils ont dû faire un sacré remue-ménage, pareil pour construire le bâtiment au sommet. Donc il a pu y avoir des constructions antiques aussi qui est complètement disparu du fait des travaux postérieurs au 9e, 10e siècle. Voilà, j'espère que ça répond quand même un peu à votre question. Bonsoir. Merci pour votre exposé, là. C'était très très intéressant. Merci. Moi je voudrais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant sur l'utilisation, la fonction de ce château. Alors on n'est pas à la même époque, mais quand on compare le petit Ringelsberg, l'enceinte du petit Ringelsberg qui a été fouillé par Bernard Hegel, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, c'était une construction à peu près analogue. Bon, il n'y a pas de chaînage d'angle droit au petit Ringelsberg. On y trouve la pierre à bosse, donc c'est un peu plus tardif, mais on a clairement une carrière de blocs à bossage. Il y a environ 80 blocs qui ont été retrouvés. Ces blocs qui sont restés sur place, qui est prêts à partir pour un autre château probablement. On voit la cisure, on voit
la marque du tâcheron, donc peut-être qu'il était payé, et puis ces cisures, on les a bûchées, ce qui fait que si on voulait utiliser ces blocs, il fallait les retailler. Et là, vous avez parlé tout à l'heure de meule. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le petit Engelsberg, c'était une carrière parce qu'on avait la très bonne qualité de pierre pour faire la pierre à bossage. Pour les châteaux environnants, peut-être le Grand Ringelstein, le Hohenstein ou alors les châteaux de Niedeck. Et peut-être que, je termine simplement, peut-être que cette enceinte du Purkop servait à faire effectivement des meules, mais peut-être pas seulement à l'époque romaine, mais peut-être... Qu'est-ce qui distingue la meule de l'époque romaine, de l'époque du Moyen-Âge? Je ne suis pas encore un spécialiste là-dessus. Mais on y trouve en tout cas deux enceintes. Moi, je suis désolé de le dire, je vais choquer, mais moi, je ne trouve pas que c'est de la qualité. Quand je regarde les pierres sur champ, j'espère que c'était maçonné, parce que si c'était pas maçonné, ça se cassait la figure la moindre attaque. Donc, je ne sais pas. C'est l'époque, oui, peut-être, mais en tout cas, je ne trouve pas de très grosse qualité. On n'y trouve pas de fenêtres, d'ouverture, de portes, de fenêtres, on ne trouve pas de bois, on ne trouve pas de tuiles. Je me demande si c'était si haut que ça. C'est des questions que je me pose. Alors, ça dépend si vous parlez de l'enceinte ou du bâtiment au sommet, parce qu'on a quand même deux architectures différentes. Autant l'enceinte, effectivement, aujourd'hui, il n'y a que très peu d'endroits où les parements sont visibles, et là où ils sont visibles, ils sont très, très, très abîmés et pas forcément très, très bien agencés. Donc on se pose vraiment la question de savoir à quoi ressemblait cette enceinte. Est-ce qu'elle avait vraiment deux parements propres, ou est-ce que ça a toujours été assez rustique, peut-être avec des endroits où les bouliers constituaient une partie de la fortification. En revanche, le bâtiment au sommet, alors les blocs c'est pas des blocs à bossage taillés, on est bien d'accord, mais il y a quand même une volonté de construire quelque chose de solide, et vu l'épaisseur des murs, avec 2,30 m, on peut monter sans problème à 5-6 mètres si on veut, même plus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les blocs n'ont pas besoin d'être parfaitement taillés pour construire un mur qui tient correctement, à partir du moment où on construit des assises de façon intelligente et avec un réglage bien réfléchi, ce qui est le cas. Effectivement, il n'y a pas de mortier de chaux, mais si vous mettez une couverture en bois là-dessus et que vous avez éventuellement un enduit à pierre vue qui protège les joints, il n'y a pas besoin, tant que vous avez votre toiture qui tient, votre bâtiment tient bien debout. Pour revenir au petit Ringelstein, effectivement, il y a des blocs à bossage dans le fossé, mais qui sont a priori postérieurs à la construction. Le site a été réutilisé comme carrière, sans doute peut-être même après son abandon, et probablement pour construire le château du Grand Ringelstein qui est au-dessus, quoi. Voilà. Donc, et en termes de morphologie, au Purkopf, on a un bâtiment dont les maçonneries ressemblent un petit peu effectivement au mur de l'enceinte du petit Ringelstein, mais c'est pas du tout le même type de construction, puisqu'au Ringelstein on est sur une enceinte, et que là au Purkopf on est sur un bâtiment rectangulaire. Donc il ne faut pas imaginer un toit sur le mur du petit Ringelstein. C'est probablement une enceinte avec peut-être un bâtiment à l'intérieur, mais elle n'était pas couverte d'un toit. Donc on n'est pas du tout quand même sur la même architecture. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas sur la même période, mais simplement on est sur des types d'architecture différents, sans doute pour répondre à des problématiques différentes, mais qu'aujourd'hui on ne peut pas, malheureusement, pas forcément comparer avec certitude, dans la mesure où un des deux sites n'est pas bien daté quand même, malgré les fouilles, malheureusement. Je ne sais pas si je réponds à toutes vos interrogations, mais... Oui, une chose m'a étonné. Vous n'avez pas fait référence à la découverte d'une tombe, quelque chose qui pourrait faire penser à un ensevelissement volontaire. Alors est-ce que ça voudrait dire que soit il y a un cimetière éventuellement plus loin, que vous n'avez pas encore découvert, ou alors que personne n'est décédé là-haut, ou quelqu'un qui serait décédé là-haut aurait été transporté dans la plaine, vous pouvez vous arrêter là, vous avez votre réponse. C'est que effectivement on n'a aucune tombe là-haut, parce que d'ailleurs ça n'arrive jamais dans
dans les châteaux vosgiens, on trouve jamais de sépulture. Les gens se faisaient enterrer à proximité des églises, plutôt en plaine, ou en tout cas à proximité des villages. Donc comme là, on n'a pas d'église, il faut bien se dire que là, pour cette période-là, même déjà dès la fin de l'époque carolingienne, les cimetières sont systématiquement agglomérés autour des édifices religieux. Donc comme on n'a pas d'église, on n'aura pas de tombe, quoi. Voilà. Sauf à trouver un cold case, voilà, ce qui arrive de temps en temps, mais là c'est pas le cas. Donc des tombes, de toute façon, si on avait, on les verrait pas, puisque les os sont dissous par le sédiment local. Mais je veux dire, j'ai aucun doute même sur le fait qu'il y en a jamais eu. Sans doute des gens sont morts là-haut, puisque si ça a été habité plusieurs siècles, il y a bien des gens qui ont dû passer de l'autre côté sur place, mais ils ont été descendus et enterrés ailleurs, quoi. Y compris à l'époque romaine d'ailleurs. Pour le coup, si on aurait pu en trouver, c'est potentiellement pour cette période-là où on n'a pas la question de l'édifice religieux se pose pas, mais on n'en a pas trouvé de traces. Et c'est pas problématique, hein, c'est quand même assez courant d'être enterré. On peut faire 3-4 km avec un corps sans problème. Hein. Surtout quand on peut déplacer des meules pour les descendre. On peut descendre un cadavre avec s'il faut. On a la charrette. Je vais poser une question, moi, si tu le permets. Lorsque tu nous as parlé des Ebrartiens, tu nous as parlé d'Ebrard ou de Hugues, qui avaient plusieurs propriétés, l'une au Hohenfels et l'autre qui était probablement le Purpurkopf. Or, les deux châteaux sont entourés d'une enceinte, le mur païen pour l'un, et tu nous as pas dit avec certitude que le mur d'enceinte du Purpurkopf était antérieur à l'édifice. Est-ce qu'on en est convaincu ? Antérieur, non. Maintenant, l'élément qu'on a, c'est qu'a priori, il est plutôt contemporain, ou que s'il est antérieur, c'est de peut-être 50 ou un siècle maximum, parce qu'on a effectivement quelques éléments céramiques qui pourraient peut-être tendre plutôt vers la fin du 8e siècle. Donc, potentiellement, on pourrait avoir une enceinte préexistante et le bâtiment, mais là, on parle de quelques fragments qui se résument à une dizaine de fragments, donc c'est pas suffisant pour pouvoir affiner la datation aussi précisément. Mais oui, Hohenburg, alors c'est pas le mur païen, hein, en tout cas à l'époque carolingienne, c'est un élément beaucoup plus restreint, c'est le mur qu'on voit quand vous êtes face à l'entrée du monastère, vous avez un escalier qui descend sur le côté gauche, pas très loin des toilettes, et après quand vous descendez vers la prairie, juste là, vous regardez vers la terrasse, vers le haut, vers le parking, et là vous verrez qu'il y a un autre mur qui n'est pas constitué de blocs mortaisés comme le mur païen, mais de blocs dégrossis sans mortaise. C'est a priori de ce mur-là c'est ce mur-là qui serait la fortification 10e. Mais voilà. Le Hohenberg était le site prestigieux, la situation est bien plus favorable que celle du... Oui, mais il faut sans doute se dire qu'il doit y avoir un site principal. Il se voyait de très loin. Je poursuis ma question. Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut imaginer que l'existence du mur païen ait favorisé l'implantation de cette propriété prestigieuse au sein de cette enceinte gigantesque? Il y a de bonnes chances, effectivement, je veux dire, s'il est visible aujourd'hui, il était visible et connu à l'époque aussi. En plus, le site a quand même une meilleure vue. Du Purpurkopf, on voit loin, on voit jusqu'à Strasbourg, mais la vue est quand même un peu plus restreinte. Ouais. Le site est moins élevé, moins proche de la plaine. Mais je pense qu'ils n'ont pas la même vocation. Hohenburg, c'est aussi un site qui voit la plaine, mais c'est un site qu'on voit aussi de loin. Quand on est en plaine, le Mont Saint-Odile, on le voit quand même depuis beaucoup d'endroits. Donc c'est aussi intéressant pour être vu. Le Purpurkopf, on est plutôt sans doute sur un site qui a une vocation plus de contrôle peut-être d'un axe, de la vallée de la Magelle, voilà, qui a une vocation sans doute très différente. Ouais. Et c'est peut-être pas pour rien justement que le premier site pour lequel on dit que le comte règne, enfin qu'on est le propriétaire et qu'on associe, c'est Hohenburg et pas Purpurkopf. C'est parce qu'il y a un site qui est sans doute plus important, d'autant plus que le monastère est déjà associé à cette époque-là à la fortification. Donc il y a déjà un intérêt double qu'on n'a pas ailleurs, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer que la construction du Gierbaden et donc l'abandon éventuel du Purpurkopf a été motivé par le fait que le Gierbaden est mieux positionné?
Moi, c'est mon hypothèse. En tout cas, le Geerbaden, on est proche de Mollkirch, il y a la chapelle, et je me demande, enfin, après ça, là, on va rester dans des hypothèses, mais si à la période considérée, on vous a bien dit qu'au Purpurkopf, sans doute que la noblesse n'y résidait pas. On peut imaginer qu'à partir du moment où ils commencent à résider dans leur fortification, la situation du Purpurkopf, elle convenait peut-être à quelques soldats. Quand il a fallu que un noble s'y installe, peut-être qu'ils ont cherché à avoir une proximité plus importante d'un village, d'une église, qu'on n'avait pas ou moins au Purpurkopf. Mais voilà, ça on pourra jamais le savoir, mais ça peut rester une hypothèse. Il faut pas oublier que c'était des gens comme vous et moi, et qu'il y a des épiphénomènes dans l'histoire qu'on ne peut pas maîtriser, mais peut-être qu'un jour, le comte, il a préféré, il en avait marre de cet endroit parce qu'il ne s'entendait pas avec son père et qu'il voulait quitter absolument cet endroit où il avait passé une enfance malheureuse et aller ailleurs. Enfin, on peut imaginer plein de choses qu'on pourra jamais établir, mais ces éléments-là font aussi partie de l'histoire. Mais ça, c'est des éléments qu'on peut qu'extrapoler, mais sans aucun élément fiable. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que le bâtiment, dans sa grande longueur, a été construit en fonction du solstice d'hiver? Alors du solstice d'hiver, je ne pense pas, parce qu'il est aligné sur les points cardinaux. Alors après, il est aligné nord-sud. Alors ils ont dû forcément regarder le soleil à un moment donné, puisque c'était une des seules solutions pour calculer l'emplacement des points cardinaux à l'époque. Mais bon, le soleil du midi peut suffire aussi. Donc le solstice d'hiver, là, je peux pas, ou le solstice d'été, je ne peux pas vous dire plus l'un que l'autre. Il y a en tout cas une volonté d'orienter le bâtiment qui est possible. Après, le sommet lui-même est plus ou moins orienté dans sa forme. Donc si on s'y adapte, ça peut aussi être le fruit du hasard. Donc là, malheureusement, je peux pas vous répondre précisément à cette question. Je fais allusion aux maisons celtes qui étaient orientées en fonction du solstice d'hiver pour avoir le maximum d'ensoleillement. Bah oui, mais comme là, on n'est pas du tout sur la même période, comme on a un bâtiment qui arrive près de 1500, même 1500 ans, 1000 à 1500 ans après les Celtes, je ne sais pas si vraiment on peut faire un lien. Maintenant, il y a peut-être une volonté effectivement d'avoir un ensoleillement intéressant. Ça, c'est pas, bien sûr, c'est pas exclu, au contraire. Mais comme on ne sait pas exactement qu'est-ce qui surmontait cette structure en pierre dans laquelle on n'a aucune fenêtre, on ne peut pas vraiment réfléchir à la question de l'éclairage de l'intérieur, puisqu'on ne connaît pas la nature des ouvertures. J'aimerais bien pouvoir réfléchir à cette question. Malheureusement, on manquera toujours des éléments qui nous permettent de poser des hypothèses. Oui, je voulais juste revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure là-haut, concernant la construction très fruste et pas très évoluée du château. Il ne faut pas oublier qu'on est au IXe siècle, il faut savoir qu'est-ce que c'était que les armées à cette époque-là. C'était quelques clampins qui avaient un bouclier, éventuellement une épée ou une hache ou une lance, et arriver devant un bâtiment de 5 à 7 mètres, c'était dépourvu complètement. Il ne faut pas oublier que les véritables machines de guerre, c'est beaucoup plus tard. En Alsace, la première fois que l'on entend parler ça s'appelle le texte par de Tormenta, qui désigne vraiment des machines, des catapultes, c'est 1199. C'est le siège de Strasbourg par Philippe de Zouabe. Donc ça fait 3 siècles après. Mais au IXe siècle, une construction de ce type-là n'avait absolument pas peur d'une petite armée de gars qui venaient à pied. Il n'y avait qu'à fermer les volets et puis on était tranquille. Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que vous espérez encore trouver une cheminée ou un four ou quelque chose qui aurait pu servir autrement à l'habitation de ce bâtiment? J'aimerais beaucoup. Alors là, c'est vrai qu'il nous reste encore une moitié de bâtiment. Le seul point qui me fait que j'ai peu d'espoir quand même, c'est que, comme je l'expliquais, à l'intérieur du bâtiment, on n'a pas retrouvé de niveau de sol, sans doute parce que celui-ci se situait sur un plancher plus en hauteur. Et on n'a pas retrouvé non plus les ancrages des poutres qui auraient servi à maintenir ce plancher.
Ce qui voudrait dire que si plancher il y a eu, en tout cas ancré dans les murs, il se trouvait au-dessus des parties aujourd'hui conservées. Ce qui veut dire que les parties qu'on voit, on est soit dans la cave, soit dans un vide sanitaire. Et dans ce cas-là, on n'aura pas d'éléments comme une cheminée ou un four. Alors un four, a priori, parce que déjà ça, on n'a pas dans un bâtiment d'habitation, mais plutôt dans un bâtiment annexe. Donc si on trouve un four, ce sera peut-être à l'extérieur, effectivement, dans tout l'espace qu'il y a entre le mur d'enceinte et le bâtiment au sommet. Et pour ce qui est de la cheminée, c'est pas complètement exclu tant qu'on n'a pas ouvert l'autre moitié du bâtiment. Ce serait une très bonne surprise, mais malheureusement, j'ai peur que ce soit pas le cas. J'aimerais bien. Encore une question. On va peut-être encore en poser une ou deux à tout casser et puis on va s'arrêter parce que sinon on sera encore là demain matin. Oui, bonsoir. En fait, quand on arrive sur le site, je trouve que la première enceinte, c'est vraiment une accumulation de gros blocs, vraiment chaotique. Je ne sais pas, vous interprétez ça comme la chute d'un mur assez conséquent. On a vraiment l'impression qu'ils ont entassé un tas de cailloux, de blocs énormes, quoi. Alors il n'y a que quelques rares endroits qui laissent supposer que c'est effectivement la chute d'un mur conséquent, parce qu'il y a quelques endroits, j'ai montré en introduction, vous avez peut-être, je peux vous retrouver l'image si vous voulez, il y a quelques rares endroits effectivement où on a l'impression d'avoir les vestiges d'un parement. Alors je vous remets l'image à l'écran, notamment, pardon, c'est pas ça, c'est celle-là. Notamment l'image de droite ici, alors effectivement il est relativement gonflé, mais pour autant on a quand même un empilement des blocs qui laisserait supposer qu'on a bien eu un parement externe à un moment. Et pour la partie interne, j'ai montré aussi dans l'exposé qu'on a des endroits où il y a des blocs qui sont racisés, donc posés les uns sur les autres de façon plus ou moins soignée, mais tout de même réfléchie et pas juste un empierrement. Après, c'est pas exclu qu'il y ait eu un peu des deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir une base constituée d'un monticule et sur cette base, on va monter un mur. Ce qui expliquerait peut-être aussi que l'essentiel se soit cassé la figure parce que du coup, ça manque un peu de stabilité. Après, est-ce qu'il y a eu des endroits où c'était parmenté, d'autres non? Ça fait partie justement des choses qu'on cherche à comprendre avec les sondages qu'on va faire cet été pour essayer de mieux comprendre la morphologie de ce mur à plusieurs endroits. On va aussi couper complètement le mur à l'endroit où on l'a documenté l'année dernière pour essayer de voir en coupe à l'intérieur est-ce qu'on arrive à mieux comprendre son architecture et comment il a été monté, parce que c'est vrai que du coup la question c'est pourquoi tout s'est effondré à ce point-là aussi. Alors soit parce que effectivement c'est quand même très ancien et voilà, si c'était en maçonnerie en pierre sèche, ça a pu beaucoup bouger, mais on voit bien que d'autres exemples comme le Kupfel ou le petit Ringelstein, qui sont potentiellement de la même période, sont bien conservés. Alors est-ce qu'on est sur quelque chose de plus frustre, ou est-ce qu'il y a un événement qu'on ne connaît pas encore qui a pu amener l'éboulement complet de ces maçonneries? Ça reste vraiment des questions auxquelles on aimerait bien répondre. J'espère revenir dans 2-3 ans pour vous répondre. Tu es le bienvenu. Pour conclure préalablement cette soirée, d'abord un grand merci. Et pour te remercier, notre trésorier a vraiment fait des folies, puisque c'est rare. Il connaît mes goûts alors. Il te propose 2 vins d'Alsace de Molsheim, dont un grand cru. Excuse du peu. J'aime régaler. En plus de ça, on voudrait t'offrir ce livre que tu n'as pas. Je me suis renseigné, Les Ruines Fantastiques de Georges Bischoff. Très bien. Qui est un très beau livre. J'ai été professeur à l'université. Très belle façon de découvrir les châteaux d'Alsace. Merci beaucoup. Et 2 annuaires de la Société d'Histoire, notamment celui où il y a la fameuse photo de l'autocar Bugatti au sein de la Chartreuse. Aventure extraordinaire de l'année précédente. Et je dirai tout ça avec attention. J'espère bien. Je suis en vacances dans une semaine, donc j'aurai le temps de dévorer tout ça. En compensation de tout ça, j'ai une exigence. Je t'en ai déjà parlé. J'aimerais bien que vous acceptiez, Tristan et toi, de nous faire une visite privative pour la Société d'Histoire. Un jour où on pourrait venir en étant exclusivement des gens de la Société d'Histoire pour visiter le site. Donc pour rappel, les fouilles auront lieu les 3 premières semaines de juillet. Alors il y aura une journée porte ouverte le
le 13 juillet. Merci François, le président du club vosgien, donc, qui participe aux fouilles avec nous. Et donc du coup, le 13 juillet, il y aura des portes ouvertes pour tout le monde, mais on fera bien sûr une petite visite spéciale en dehors de cette date, du coup, pour les membres de la Société d'Histoire de Molsheim, bien entendu. Vous serez évidemment informé par mail ou sur le site dès que la date sera fixée, lorsque les fouilles seront organisées. Voilà, pour les autres, n'hésitez pas, ceux qui ont peut-être parmi les plus jeunes ou les plus connectés d'entre vous, ceux qui ont des réseaux sociaux, il y a des pages Facebook d'Archéologie Alsace sur lesquelles vous pouvez suivre les différentes portes ouvertes sur les chantiers. Sinon, vous pouvez tout simplement aller sur le site internet d'Archéologie Alsace, où vous avez généralement relayé une partie des manifestations ouvertes au public et des conférences. Voilà, n'hésitez pas, si c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà, vous aurez tous les renseignements sur d'autres conférences de mes collègues ou moi-même. Excellente transition, puisque le site d'Archéologie Alsace a aussi déjà transcrit nos prochaines conférences. Le vendredi 12 avril, il y aura donc une conférence sur la carrière du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, fouille d'un espace de travail forcé au service de l'économie de guerre allemande, 1941-1945, par Juliette Branger. Pour ceux qui ont visité le site, c'est tout aussi passionnant que le Pulperkopf, c'est vraiment très très intéressant. Je vous invite à venir nombreux. Alors, consigne habituelle, inscrivez-vous tôt à l'avance pour que je puisse choisir la bonne salle. Ce soir, on a pu choisir une bonne salle de 248 places parce que vous vous êtes inscrits tôt à l'avance. Ensuite, le 17 mai, il y aura une conférence par Bastien Prévost sur le Biblenhof, l'apport de l'archéologie préventive dans l'étude d'un village disparu. C'est le Biblenhof, c'est à l'emplacement de Biblenheim, à côté de Soultz-les-Bains, où d'ailleurs nous tiendrons probablement notre assemblée générale à Dingolsheim au début du mois de juin, puisque vous savez qu'on a participé à la subvention de la Madone de Dingolsheim. Pour ce qui est du prochain cycle de conférences, il sera totalement consacré à En route vers la victoire. On va relater l'arrivée des troupes allemandes, des troupes américaines et des troupes françaises en novembre 1944. C'est d'une complexité absolue puisque les mouvements sont très variés, très difficiles à comprendre, mais nous avons une série d'érudits dans notre association qui nous permettront de visualiser ça et d'expliquer ça en y mettant en plus une touche d'humain pour s'intéresser aussi aux civils et pas seulement aux militaires. Ça, ce sera pour l'ensemble du cycle du deuxième semestre. Et on est aussi à la recherche de documents éventuels, si dans vos familles, dans vos albums, dans vos connaissances, il y a des personnes qui ont des photos originales de cette période, de l'arrivée des troupes entre octobre 44 et février 45. Nous sommes preneurs, bien évidemment, on scanne les photos et on vous les rend le jour même. Donc c'est quelque chose qui contribue à la connaissance collective. Merci d'avance. Donc ce soir, c'est un peu particulier. D'habitude, je vous incite fortement à aller boire un coup en bas, mais ce soir, il y a concert de rock. Donc la transition risque d'être brutale et les places difficiles à obtenir. Donc je vous souhaite un très bon retour et je vous demande encore une fois d'applaudir chaleureusement pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore d'être venus aussi nombreux. C'est toujours agréable de parler à autant de monde. Voilà. Merci. Bon retour chez vous.